L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, si on parlait du Ticodrome, un centre de préservation de la faune sauvage unique en Isère, et d'une histoire incroyable mais vraie, mise en lumière par Nicolas Vanier dans son dernier film « Donne-moi des ailes ». Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nicolas Vanier. Bonjour. Bonjour. Grand voyageur, écrivain, photographe, musher, également réalisateur. Vous revendiquez également le titre d'ambassadeur de la nature, et c'est vrai que la nature est très présente dans toutes vos réalisations. Bah oui, forcément. Je crois qu'on filme bien ce qu'on aime déjà. Et c'est vrai que cette histoire, en l'occurrence, elle réunissait beaucoup de choses que j'aime, qui sont ici déjà l'histoire d'un homme complètement passionné qui va au bout de ses rêves, envers et contre tout. Une histoire très belle parce qu'il s'agit d'un homme qui cherche à sauver une espèce en voie de disparition. C'est un beau combat, très actuel, malheureusement, parce qu'un tiers des oiseaux ont disparu du ciel européen et qu'un autre tiers va disparaître parce qu'on ne fait rien pour que ça change. Et en même temps, un très beau message d'espoir dans ce film, parce que pour une fois, c'est aussi l'histoire d'un homme qui utilise son intelligence, son énergie, son cœur pour faire en sorte que les choses changent un petit peu, quoi. C'est votre 5e film au cinéma. Il y avait eu le dernier Trappeur, Lou, Belle et Sébastien, ou encore L'école buissonnière. Le 5e donc, s'appelle Donne-moi des ailes. Et cet homme, le film qui retrace la vie de cet homme, c'est Christian Moulek, qui n'est pas forcément connu du grand public. En tout cas, son nom, son œuvre, entre guillemets, l'est un peu plus. Oui, il a réalisé effectivement un voyage il y a une vingtaine d'années, avec une vingtaine d'oies, pour, avec son ULM, tenter, et il a réussi, d'apprendre à ses oies un nouvel itinéraire de migration qui, justement, évite celui qui a fait qu'elles ont disparu, à savoir un itinéraire qui passait par des zones, par exemple, devenues tellement urbanisées que les oies avaient plus la possibilité de pouvoir se poser, se nourrir. Et donc, il a imaginé ce projet un petit peu fou. Il a été au bout de ce projet qui a pas mal fait parler de lui à cette époque. Et c'est en se basant sur cette histoire-là qu'on a construit ce film. On vous voit tous les deux pendant le tournage. Aujourd'hui, son expérience a fait école, puisqu'il permet d'ailleurs au grand public de toucher du doigt pratiquement le vol des oiseaux. Oui, il y a deux choses. Effectivement, il continue à voler avec des oiseaux pour sensibiliser les gens qui l'emmènent à la protection des oiseaux, en provoquant leur émerveillement et donc l'envie de protéger ces oiseaux absolument incroyables. Et puis par ailleurs, on a aussi avec Christian un rêve, une ambition qui est d'aller au bout de cette expérience, qui est de sauver effectivement cette espèce qui est les oies naines, avec lequel on a fait ce film. Et pour cela, il faudrait qu'on reparte avec non pas une vingtaine d'oies comme il l'a fait il y a 20 ans, mais beaucoup plus, environ 200 oiseaux, pour constituer un capital qui puisse effectivement se reproduire ensuite. 2 obstacles à ça, dont un majeur. Le premier, c'est les finances, mais le deuxième, c'est les autorisations, sachant que les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une politique de réintroduction de cette espèce. Donc on est en train de travailler là-dessus. On espère que le film va nous aider. Alors le film raconte cet incroyable défi de faire voyager des oies accompagnées d'un ULM. Vous avez retracé exactement sa vie, ou alors vous êtes autorisé quelques petites scènes fictionnelles ? C'est une fiction, c'est-à-dire qu'autour de cette histoire vraie, qu'on a réellement revécu de A à Z, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution dans le film, que d'imprégner les acteurs. L'imprégnation, c'est que certains animaux reconnaissent pour parents le premier être vivant qu'ils voient, et il fallait absolument, par exemple, que les petites oies, lorsqu'elles sont sorties de la coquille, elles voient l'acteur Jean-Paul Rouve et le jeune Louis, pour avoir comme parents ces 2 êtres qui allaient les conduire jusqu'en Norvège. Ça, on l'a vécu réellement. C'est pour ça que ce film, c'était une aventure. Mais à côté de ça, c'est une fiction avec beaucoup d'éléments de fiction qui ont été, on va dire, rajoutés sur cette couche qui est l'histoire vraie. Alors, c'est vrai qu'on plonge dans ce film comme dans un roman de grande aventure. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Je peux pas m'occuper de toi pendant les vacances, donc tu vas aller chez ton père à Saint-Romain.
Ouais, non, c'est mort, je reste pas ici. Hein. Ouais, maman, je m'ennuie. Viens me chercher, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais toute la journée dans le garage? Je fais un truc secret dans le garage. Certains oiseaux reconnaissent pour parent la première personne qu'ils voient. Donc là, techniquement, t'es son père. Tu vois cette espèce d'oie, elle est menacée. Alors pour la sauver, j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège. Pour qu'elle le suive, il faut que je leur montre la route. Pour la Norvège, c'est évident, ils veulent pas sur ton truc, hein. Mais bien sûr. Jeg trodde vi var enige om at du ikke skulle slippe ut de der gjessene uten min tillatelse. Qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être prendre les oies. Attends, non, non, attendez! Stop, stop, stop! Vous restez bien avec moi, hein, les filles. Il est où, mon fils? Il va traverser la mer du Nord. Mais la mer du Nord, non, mais c'est une blague. Non mais ça va aller. Non, mais quoi, ça va aller? Mais t'en sais rien si ça va aller, Christian! Cette formidable aventure connaît un retentissement extraordinaire. Faut qu'il redresse vers l'est parce que sinon, c'est pleine mer. Le film a été projeté en avant-première à Grenoble. Il sortira le 9 octobre un peu partout en France. Comment ça se passe justement cette série d'avant-première? C'est une belle histoire, ça doit forcément plaire au grand public? L'accueil est assez incroyable, en tout cas au-delà de l'accueil que j'ai pu avoir sur tous les précédents films. Il y a beaucoup déjà de rire, ce qui me fait plaisir parce qu'avec Jean-Paul, on a travaillé cela. Beaucoup d'émotions parce que je crois que ça touche le cœur des gens, peut-être parce que c'est tellement malheureusement, j'ai envie de dire, d'actualité, avec la forêt amazonienne qui brûle, avec l'Arctique qui est en train de fondre, avec les catastrophes annoncées il y a 2 jours par les scientifiques du GIEC. Voilà, cette histoire touche les gens parce qu'elle parle à la fois de quelque chose de triste et puis aussi voilà, un beau message d'espoir au travers de cet homme complètement fou et puis en même temps pas si fou que ça puisqu'il réussit son rêve et c'est une belle leçon, je crois, quelque part. Alors Jean-Paul, c'est Jean-Paul Rouve qui joue donc le rôle de Christian Moulec dans le film. Mélanie Douté, on l'a vu sur sa bande-annonce, c'est son ex-femme. Et puis il y a un jeune acteur qui joue le fils, Louis Vasquez. C'est son premier rôle au cinéma. Oui, c'est une petite perle rare qui est sortie d'un casting de plus de 2400 ados qui ont envoyé des essais. Un gamin vraiment absolument formidable et puis un rôle avec une trajectoire que je voulais ardemment parce que c'est celle d'un adolescent d'aujourd'hui qui passe effectivement ses journées sur des écrans vidéo, sur des jeux vidéo, vivre dans une espèce de monde irréel et artificiel, comme malheureusement beaucoup d'ados d'aujourd'hui, et puis qui, par les circonstances, va se retrouver à l'écart de tout, sans Wi-Fi, vous imaginez, les ados qui nous écoutent doivent se dire « mais quelle horreur, mais quelle horreur !» Et c'est ce qui lui arrive, pour son bien, finalement, pour son bien, voilà. Parce que son père a coupé la Wi-Fi dans la maison où il habite, pour ne pas perturber justement les oies qu'il élève. En général, sur un tournage, le patron, c'est le metteur en scène, c'est lui qui dirige les acteurs. J'imagine que les oies avec lesquelles vous avez travaillé n'ont pas le même sens de la hiérarchie. C'est ce que j'ai dit à Jean-Paul Rouve, à Mélanie et à tous les acteurs lorsque je les ai rencontrés. C'est que dans ce film, le patron, ça n'allait pas être les acteurs vedettes ni le metteur en scène, ça allait être les oiseaux. Pas question de dire aux oiseaux, non, il ne faut pas naître demain parce que c'est le week-end, on ne tourne pas, quoi. Et de la même façon... généralement, sur un film, on tourne les séquences dans le désordre pour mettre les décors, par exemple, ensemble, les périodes où certains acteurs sont ensemble. Là, il a fallu suivre tout simplement les oiseaux, le rythme des oiseaux, avoir cette
cette humilité, cet respect vis-à-vis de la nature qu'il faudrait avoir vis-à-vis de la nature et qu'il fallait avoir aussi pour ce film. Est-ce qu'on les voit grandir dans le film? Ce sont les mêmes qui évoluent comme ça au fil du tournage. On a vécu l'aventure que l'on voit dans ce film de façon exactement fidèle à celle que Christian a pu vivre il y a 20 ans. Il n'y a pas de petit toit en images 3D ou de synthèse. C'est de la vérité vraie. Ouais, vous n'avez pas utilisé d'effets spéciaux pour réussir notamment ces images que l'on voit qui sont magnifiques, poétiques, surprenantes aussi. On n'aurait jamais pu obtenir les mêmes images en utilisant ces techniques qui donnent, c'est vrai aujourd'hui, des images absolument parfaites. On a d'ailleurs du mal à voir les différences, mais on la ressent parce que un animal, c'est comme un être humain, il y a de l'imperfection dedans et ça, heureusement, grâce au ciel, on ne sait pas encore la créer. Bon, puis grâce à votre film, on survole, on va dire, une partie de l'Europe, hein, puisque c'est tourné dans des décors naturels et dans différentes régions, différents pays, la Norvège notamment. Oui, c'est un grand voyage qui emmène le spectateur sur plus de 3000 km depuis l'Arctique, là où le soleil brille 24 heures sur 24 en été, avec tous les magnifiques décors des fjords norvégiens, les Pays-Bas, la traversée de la mer du Nord, les paysages incroyables de baie de Somme jusqu'en Camargue. Donc c'est aussi un grand voyage magnifique qu'on fait depuis le ciel. C'était, j'imagine, pas des scènes faciles à réaliser pour le cinéma, celle des oiseaux en vol avec l'ULM? Pas facile, c'est pas le terme. Ça a été effectivement, je ne sais même pas si excessivement compliqué est le terme. Parce qu'on a l'impression que c'est tout fluide là. Ça a été un gros défi technique, humain. Voilà, une grande aventure qui aurait pu être très compliquée, mais qu'on a trouvé surtout très passionnante, quoi. Alors le film se termine sur un terrible constat. Plus de 400 millions d'oiseaux ont disparu ces 30 dernières années chez nous, en Europe. Ça fait peur, un chiffre comme ça Ça fait peur, oui, mais bon, tout le monde s'en fout, quoi, parce qu'un tiers des oiseaux ont disparu du ciel européen. Un deuxième tiers va donc disparaître puisqu'on ne fait rien avec un grand tiers pour que ça change, absolument rien. Donc voilà, la question elle est simple, est-ce qu'on a envie et est-ce qu'on va pouvoir sauver le dernier tiers? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter l'hécatombe? Eh bien, il faut que ceux qui nous écoutent deviennent des consommateurs responsables et comprennent que, par exemple, la forêt amazonienne, c'est nous, par notre consommation irréfléchie, de viande, par exemple. Il faut consommer du bio, il faut consommer tous ces produits qui sont respectueux de la nature, de l'environnement, qui n'utilisent pas ces pesticides qui sont en train de tuer tous les insectes. Comme chacun sait, les oiseaux, dans leurs premières semaines, mangent des insectes. Vous vous souvenez qu'il y a encore 20 ou 30 ans, quand on faisait un voyage en voiture, on avait le pare-brise qui était criblé d'impacts d'insectes. Aujourd'hui, vous pouvez faire un trajet de 3 heures sans avoir un seul moucheron. Donc voilà, aujourd'hui, il faut être responsable. Si on a envie que nos enfants et nos petits-enfants entendent au printemps encore des oiseaux, parce que c'est la vraie question, il faut changer, mais radicalement, quoi. Et il faut arrêter d'utiliser ces produits qui viennent déjà de l'autre bout de la Terre, utiliser des produits locaux, respectueux, voilà, des oiseaux, de la nature, de la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, c'est nous, hein. C'est pas le président brésilien, aussi con soit-il, c'est nous. Ça concerne tout le monde. Alors, je ne sais pas si tous les dirigeants en ont pris conscience, en tout cas, on en pris acte, mais il y a des initiatives, heureusement, qui vont dans le bon sens. Et c'est ce que l'on va voir avec la carte blanche du jour, puisque Mathias, qu'on accueille sur ce plateau, qui est normalement spécialiste du football, va venir nous parler du 3-0 du Paris Saint-Germain, quand même. Alors, il pourrait en parler, parce que je crois que vous aussi, vous êtes un grand fan de foot, Nicolas Vanier. Ah oui, et puis j'ai dû arrêter 15 minutes avant la fin pour aller faire un débat. Et je me suis dit, pourvu qu'il n'y ait pas un retournement de situation. Et puis c'était un des plus beaux matchs que j'ai pas vu depuis longtemps. Absolument incroyable. Il manquait les 3 vedettes. Enfin bon. Alors, incroyable. On a une émission J'ai Foot. Donc j'ai été regarder ça dans un petit bar de Grenoble. C'était très sympa. Alors on va pas parler de foot exceptionnellement avec Mathias, puisque là on est dans... si tu as fait ta rentrée sur la musique de Michel Delpech, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Peut-être que ces oies sauvages, comme le chantait si bien Michel Delpech, ou même les oies qu'on voit dans la bande-annonce du nouveau film de Nicolas Vanier, peut-être que sur leur chemin, en survolant l'Isère, elles ont pu rencontrer une baie vitrée, des barbelés, un fil électrique, enfin tout ce que fait l'homme avec un grand H, auquel cas
Si c'est au-dessus de l'Isère, intervient donc le Ticodrome. C'est un centre de sauvegarde de la faune sauvage situé sur la commune du Gard. Et donc, c'est un centre qui les accueille, les nourrit, les remet sur pied ou sur pattes avant de les relâcher dans la nature. Ticodrome, ça veut dire quoi? Ticodrome, c'est le nom d'un petit oiseau qui est en Europe et également en Asie. C'est juste une petite référence. Donc, c'est, si j'ai bien compris, un hôpital pour les oiseaux blessés. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait si on trouve chez soi, dans son jardin, un oiseau mal en point? Alors, la première chose à faire, surtout, c'est de ne pas le nourrir, ne pas lui donner à boire, essayer de le manipuler le moins possible. L'objectif, c'est de le mettre dans une boîte, un carton, par exemple, et de tout de suite appeler le Ticodrome. Il y a un numéro qui est disponible sur leur site internet. Et à ce moment-là, l'association, grâce à son grand réseau de bénévoles qui va du département de l'Isère même jusqu'à la Savoie, essaye d'intervenir maximum en 24 heures. Et c'est à ce moment-là qu'est pris une décision, soit de les prendre en soin, soit si les blessures sont trop graves, malheureusement, il y a une euthanasie qui est réalisée. Alors, c'est une structure qui existe depuis combien de temps ici en Isère? Alors, c'est une structure qui a été créée fin 2005 par Mireille Lattier, donc c'est une association de la loi 1901. Depuis 2011, la société Vica, donc le ciment, leur a mis à disposition un bout de terrain ainsi qu'une bâtisse sur la commune du Gard où ils ont pu installer donc ce centre de sauvegarde. Et en moyenne, c'est environ 1800 animaux blessés, au moins une centaine d'espèces différentes qui sont accueillies. Chaque année? Chaque année. Bon, le Gard, c'est une commune qui fait partie de l'agglomération grenobloise, sur les contreforts du Vercors. Comment ça marche financièrement? Parce qu'il n'y a pas de sécu pour les animaux? Oui, du coup, c'est une association, donc tu te doutes bien que la nourriture, les volières, parce qu'ils ont des grandes volières, les médicaments pour les bêtes, ça a un coût assez important qui peut être même très, très élevé suivant la période de convalescence. Bon, comme c'est une association qui a une mission très importante, ils ont des subventions de la part des collectivités locales, mais le gros du budget dépend surtout des dons et des bénévoles et surtout... C'est un budget très conséquent et encore plus important quand il y a des aléas climatiques comme cet été avec une canicule. Les premières espèces touchées, ça a été les martinets noirs. Du coup, ces petits oiseaux qui se nichent sous les toits avec les grosses températures, leur nombre a explosé. Il y en a eu plus de 200 par rapport à l'été dernier qui ont été accueillis. Bon, je sais que la métropole a accentué cette année son aide, passé de 6 000 à 10 000 euros. Elle a même incité les autres collectivités à venir aider le Ticodrome, jusqu'à la Fédération des chasseurs de l'Isère, qui ne les aide pas pour l'instant, mais pourquoi pas, puisque je pense que sur une année, ils doivent récolter aussi des animaux blessés par la chasse. C'est vrai que la vie d'un oiseau, c'est pas un long fleuve tranquille. Pour preuve, cette photo que nous a envoyée la Ligue de protection des oiseaux il y a quelques jours, c'est une cigogne qui a été électrocutée en Isère sur une ligne à haute tension, qui a fait également 3 autres victimes. On a toujours tendance à croire que les oiseaux sont immunisés, Nicolas Vanier, face au fil électrique, mais c'est pas le cas. Ils le sont dans 99% des cas, mais il reste 1% des cas. Et effectivement, ça fait pas mal de dégâts, comme les éoliennes, comme tout ce que l'homme, malheureusement, fabrique. Donc il faut aujourd'hui intégrer de façon beaucoup plus sérieuse, on va dire, toutes nos constructions, de façon à ce que ça soit du 0%, parce qu'il en reste déjà tellement peu d'oiseaux. Le Ticodrome, est-ce qu'il se visite, Mathias? Alors forcément, tu te doutes bien que les salles où se trouvent les animaux blessés, non. Pour une question simple, il ne faut pas les stresser. Et surtout, l'association essaye au maximum de préserver leur état sauvage pour ensuite les relâcher dans la nature. Mais il y a de temps en temps des portes ouvertes où on peut découvrir un peu l'activité, ce qui se fait, le bénévolat. Et notamment, par exemple, au moment des Journées européennes du patrimoine. Bon, et puis si vous voulez voir des oiseaux, il y a le parc des oiseaux dans l'Ain, pas très loin de notre département, qui est ouvert aussi une bonne partie de l'année. Vous avez baroudé à travers le monde, Nicolas Vanier, mais vous avez des attaches importantes ici dans notre région de montagne. Je me suis pas mal baladé effectivement à une époque avec mes chiens de traîneau dans les montagnes. Malheureusement, c'est de moins en moins possible parce qu'il y a de moins en moins de neige, comme chacun sait depuis quelques années, et que ça va pas pour s'arranger. Mais effectivement, il y a ici et autour d'ici des décors absolument sublimes. Et puis je me suis aussi, bien évidemment, beaucoup promené dans ces Alpes merveilleuses avec Belle et Sébastien, avec cette course de chiens de traîneau que j'ai montée, la Grande Odyssée. Donc c'est une région qui est... on va dire, grande dans mon cœur. Alors, on voit quelques images d'ailleurs de la Grande Odyssée qui continue, vous l'avez créée il y a une quinzaine d'années, c'est ça, c'est une course par étapes qui traverse une bonne partie des Alpes du Nord. Oui, c'est ça, on avait créé ça avec
Henri Cam et puis Dominique Grandjean. Et je suis absolument ravi de voir que 15 ans après, elle est encore là, qu'elle traverse encore ces paysages merveilleux, qu'elle montre au grand public cet amour que les mushers peuvent porter à leurs chiens, de cette belle communion. Ça se rapproche d'ailleurs de cette histoire d'oie, un attelage d'oie, un attelage de chiens. Il y a quelque chose d'assez similaire finalement. Vous faites toujours des courses de chiens de traîneau ? Non, j'ai raccroché les gants comme un footballeur qui raccroche un jour les crampons, qui doit le faire. Et donc j'ai dû le faire après avoir, il y a 2 ans, participé justement à la plus grande course de chiens de traîneau du monde qui s'appelle Iditarod, qui traverse toute l'Alaska. Et donc c'était un beau match de fin. Bon, il y a un sujet qui fait beaucoup parler dans nos montagnes depuis quelques années, c'est le loup. Son retour est différemment apprécié, qu'on soit éleveur ou randonneur. Vous aviez réalisé il y a une dizaine d'années un film intitulé Loup, qui ne se passait pas dans les Alpes, mais j'imagine que vous êtes sensible aussi à cette actualité, à ce combat. Oui, alors pour en parler, il faudrait sans doute plus de minutes qu'on en a ici, mais effectivement, je suis, je pense, un des plus grands amoureux des loups. J'en ai vu quelques centaines, j'ai vécu 2 ans avec des loups. La situation en France, elle est très compliquée parce que personne, pas grand monde du moins, n'arrive à prendre en compte le fait que nous sommes dans un pays où il y a des hommes, il y a des bergers qui effectivement entretiennent les montagnes, qui souffrent beaucoup en certains endroits de la trop grande concentration de loups, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a des zones où effectivement il y a trop de loups par rapport à ce que, on va dire, à ce que les hommes font dans ces endroits-là. Et c'est un amoureux des loups qui vous le dit, mais je pense que pour sauver les loups en France, il faut les réguler, qu'ils restent dans des quantités raisonnables pour ceux qui vivent dans les montagnes. Moi, j'en ai un peu marre des écolos des villes là, qui, devant leur ordinateur, disent « Ah, c'est formidable qu'il y ait des loups », qu'ils aillent passer un mois avec les bergers et se rendront compte que c'est pas si facile que ça. Et encore une fois, c'est un grand, grand, grand amoureux des loups qui vous parle. Vous n'êtes pas partie prenante dans ce conflit, entre guillemets. Le prochain film est en cours de tournage. Il sortira, j'imagine, oui, l'année mon prochaine. film n'est pas encore sorti, celui-ci, donc je ne vais pas parler du suivant, mais voilà, ça sera encore quelque chose de proche de la nature. Et voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce film et puis surtout ces messages. Et d'ailleurs... les enseignants qui nous écoutent, qu'ils sachent qu'on a fait un très grand programme d'éducation à l'environnement qui est accessible sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Et j'espère qu'il va y avoir quelques millions d'enfants qui vont travailler sur ces causes qui font que les oiseaux disparaissent et surtout sur les solutions. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a. Je vous souhaite également quelques millions d'entrées pour Donne-moi des ailes, qui sera donc en salle à partir du 9 octobre, j'imagine, pendant plusieurs semaines. Vous n'avez jamais été tenté de faire de la politique, de vous engager Vous avez des idées, vous les défendez? On m'a proposé 2-3 fois d'agir, mais c'est vrai que les raisons qui m'ont fait refuser sont celles qui ont fait que finalement Nicolas Hulot est parti. Donc je ne crois pas m'être complètement trompé. Tant qu'on n'aura pas réellement ou qu'on ne donnera pas à quelqu'un réellement le pouvoir de changer des choses, ça ne m'intéresse pas. Je préfère travailler concrètement dans des écoles. Le Grenelle de l'environnement que j'ai mené dans les écoles, c'était l'école agit. Comment on fait pour baisser l'empreinte écologique d'une classe, d'une école, d'un village? Et on a réussi. C'est ce que j'ai fait avec certaines entreprises. C'est ça qui m'intéresse. Être un secrétaire d'État, un ministre sans pouvoir qui ne fait que malheureusement faire ce qu'on lui demande de faire, aucun intérêt. Bon, on va nous terminer cette émission par notre campagne électorale du moment. Vous allez voir, c'est un petit peu différent de la politique traditionnelle. Participatif, il y a 800 000 € mis en jeu en ce moment par la ville de Grenoble pour réaliser des projets portés par les habitants. C'est la 5e édition de ces budgets, 21 projets en lice, et c'est à vous de voter jusqu'au 5 octobre pour choisir ceux que vous voulez voir réalisés. On donne la parole à Carole et Madeleine qui nous proposent leur projet de frigo solidaire. Le principe serait d'installer dans l'espace public, en extérieur, un frigo qui permettrait à chacun, particulier ou commerçant, de déposer de la nourriture qui serait accessible en libre service. Il permettrait donc de servir les populations plus démunies et également des étudiants ou des personnes âgées en difficulté. Aujourd'hui, nous recherchons à installer 6 frigos donc dans chaque secteur de la ville.
Et également, nous sommes à la recherche de partenaires pour accueillir ces frigos, pouvoir les rentrer, les sortir et assurer également leur nettoyage. Voilà, un projet qui permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a déjà 2 frigos en activité sur Grenoble, au restaurant Le 5 à côté du musée et à la Belle Électrique. On donne la parole maintenant à l'association Prévisque qui, elle, propose d'installer des défibrillateurs cardiaques en accès libre. Actuellement, nous avons 5% de chances de survie à un arrêt cardiaque. Si nous prodiguons une défibrillation dans les 4 minutes, nous avons 50% de chances de survie à un arrêt cardiaque. Si nous faisons la défibrillation dans les 3 minutes, nous avons 75% de chances de survie. Aujourd'hui, on peut se poser la question, où se trouvent les défibrillateurs ? Et ils se trouvent essentiellement à l'intérieur des bâtiments publics ou privés et non accessibles 24 heures sur 24. D'en mettre sur l'espace public nous permettra de sauver des vies. Il faut savoir que dans le département de l'Isère, il y a à peu près 500 arrêts cardiaques. On en sauve une 50aine. À l'aide de ce matériel, on pourra en sauver 200. Voilà, ce projet est estimé à 180 000 €, ce qui permettrait d'installer une centaine d'appareils. On termine ce volet sur les budgets participatifs avec un dernier projet consacré à la plage de Grenoble. Et oui, on y pratique les sports de sable, mais on aimerait aussi y voir un petit peu d'eau. Et justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de mer. C'est la question qu'on nous pose à chaque fois. On nous dit quoi ? Une plage à Grenoble ? C'est en fait actuellement un grand bac à sable, un très grand, 2000 m². On peut faire du volley, du frisbee, on peut accueillir des MJC, on peut accueillir des aînés, on peut accueillir des entreprises, des BDE, des BTS. Et donc, quel est notre objectif ? Pourquoi on participe au budget participatif ? L'objectif, c'est d'apporter justement ce que tout le monde recherche à la plage, c'est aussi de la fraîcheur. Et c'est ce qui manque actuellement. Donc, on souhaiterait pouvoir installer des brumisateurs, des jeux d'eau, pour justement quand on fait du sport pouvoir se rafraîchir, mais aussi pour que les enfants puissent jouer et prendre du plaisir et se rafraîchir. Donc ce que veut offrir, c'est un lieu de plaisir, de rafraîchissement. Donc votez pour nous pour avoir les pieds dans le sable, mais aussi être au frais. Voilà, les votes sont ouverts jusqu'au 5 octobre sur le site internet de la ville, grenoble.fr, et vous pouvez retrouver l'ensemble des 21 projets en vidéo sur le site télégrenoble.net, comme d'ailleurs tous les replays de cette émission. Merci Nicolas Vanier. Merci, bonne continuation, donc sortie du film le 9 octobre. Merci Mathias, je te laisse repartir dans ton univers footballistique qui nous est cher aussi sur Télégrenoble. Et puis nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.